Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Quelles conséquences dans le monde un an après la fermeture de l'agence USAID? L'arrêt brutal de l'aide américaine au développement a eu, semble-t-il, un très lourd impact sur la santé, en particulier en Afrique. Avec nous autour de la table pour en parler, Alexandre Chatillon, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le cofondateur et directeur général de l'organisation non gouvernementale Supernova. Avec nous également Kevin Goldberg, bonsoir et bienvenue également, directeur général de l'organisation non gouvernementale Solidarité Internationale. Messieurs, il y a tout juste un an, un peu plus, le 20 janvier 2025, Donald Trump signait un décret froidement intitulé « Réévaluation et réorientation de l'aide extérieure des États-Unis ». Ça a été présenté comme une remise à zéro de la stratégie américaine humanitaire, décision qui s'est faite au prix d'énormes sacrifices humains. On va le voir. Voici en tous les cas à l'époque comment le président américain avait justifié sa décision. L'USAID est dirigée par une bande de fous radicaux et nous sommes en train de les éliminer. Des fous radicaux, nous les éliminons, puis nous prendrons une décision. Kevin Goldberg, à l'époque, ces mots, quand vous les aviez entendus, vous étiez dit quoi? Vous aviez pressenti que les mois allaient être difficiles, l'année allait être compliquée? Alors c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient déjà été dites, notamment dans le cadre de la campagne que Donald Trump a menée pour accéder au pouvoir, et également dans le projet 2025, ce rapport qui précisait les différentes politiques qui pouvaient être mises en place une fois que ce deuxième mandat aurait démarré. Vous l'aviez vu venir? Donc on avait senti le fait que le soutien à nos activités serait évidemment plus faible. Ce qu'on n'avait pas du tout anticipé par contre, et je pense que personne ne l'avait fait, ce serait que dès le jour de son investiture, il prendrait une décision qui, je pense, n'a jamais été prise ailleurs autour du monde, qui était la suspension brutale, unilatérale de l'ensemble des programmes d'aide qui existaient à date. Alors, il y a un an jour pour jour, là en revanche, le 3 février 2025, Alexandre Chatillon, un certain Elon Musk, qui était à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, déclarait la fermeture définitive de l'USAID, cette agence qu'il qualifiait d'organisation criminelle, toujours dans l'excès à l'époque par rapport à USAID, cette administration. Vous, pareil, qu'est-ce que vous étiez dit à l'époque? Et vous allez nous dire d'ailleurs dans quelle mesure vous avez été financièrement impacté, et ça représente combien pour vous? Alors une déclaration aussi ahurissante que celle de Trump, on n'imaginait pas, personne ne pouvait imaginer, pour rejoindre ce que disait Kevin, que USAID pouvait fermer. C'est le premier bailleur, c'est 40 milliards d'euros, c'est des millions de vies qui sont sauvées tous les jours. Donc fermer USAID, c'est pas une décision budgétaire, c'est une bombe sanitaire, c'est une bombe humanitaire, c'est tuer des millions de gens, on en reviendra. C'est entre 14 et 22 millions de personnes qui vont décéder à cause de cette décision. Donc évidemment, c'est imprévisible. Et puis, c'est un grand coup de massue. Et financièrement, pour une organisation comme Supernova, c'est 800 000 euros qui sont clos chaque année, qui sont terminés sur le champ. Et c'est donc des centaines, des milliers de bénéficiaires. Pour nous, en Libye, le pays principal d'intervention de notre organisation sur ces financements, qui s'arrêtent du jour au lendemain. Ce sont des femmes qu'on accompagnait vers l'entrepreneuriat, qui ne peuvent absolument plus vivre parce que cette aide s'arrête. Ouais, ça, sur la Libye, bien sûr. Sur la Libye, on va égrener vos activités. Vous, ça représente combien? Alors nous, chez Solidarité Internationale, l'aide humanitaire américaine, c'était le premier bailleur de fonds. C'était 36% de notre volume opérationnel pour 60 millions d'euros. Donc tout à fait conséquent. Et à la mesure de la taille qu'avait pris l'aide américaine dans l'ensemble du secteur humanitaire, Alexandre l'a dit, c'était le premier bailleur. Et ce bailleur a désormais décidé de complètement changer de stratégie. Alors j'aimerais qu'on regarde ce chiffre. Quel bilan humain? Vous avez parlé des millions de morts, évidemment pas en une année, quoique, qui sait, en tous les cas, au moins 750 000 décès, dont 500 000 enfants dans le monde, dont 170 000 liés au VIH, 70 000 au paludisme et 48 000 décès liés à la tuberculose. C'est le site Impact Counter créé par des chercheurs de l'université de Boston pour évaluer en temps réel les impacts concrets de l'arrêt de ces programmes qui nous donne ces chiffres qui sont inquiétants. Au Malawi, 1 million de séropositifs sont privés de traitements antirétroviraux. Pour vous, concrètement, comment ça se passe? Dans quelle zone? On vient d'évoquer la Libye. Pour vous, quel pays, quelle zone et quelles conséquences? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que suite à l'annonce, il y a eu une mise en œuvre qui a été très chaotique. On a reçu des courriers qui nous disaient qu'il fallait arrêter immédiatement, puis ensuite certains programmes qu'il fallait reprendre, puis certains programmes qu'on a repris qu'il fallait réarrêter. Bref, on a senti que la gestion de l'ensemble du dispositif était très défaillante. À date d'aujourd'hui, on a eu des arrêts dans 3 pays.
qui sont le Yémen, l'Afghanistan et le Mozambique, dans lesquels nous n'avons plus du tout de financement américain. Et dans les autres pays, on a la fin de nos programmes. C'est-à-dire qu'ils nous ont finalement autorisé d'aller au bout des programmes de plusieurs mois, de pluriannuels, qu'on devait faire avec de l'argent américain. Très concrètement, l'impact il va se ressentir de façon majeure sur les plus grosses crises. Si je pense par exemple au Soudan, qui est aujourd'hui en nombre de personnes la crise autour du monde qui concerne le plus de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire, l'aide américaine au Soudan, elle était prépondérante et si cette aide disparaît, on va se retrouver avec une situation où la famine qui est déjà présente ne va faire que gagner en ampleur. Donc on parle de vies humaines qui vont effectivement disparaître du fait de choix budgétaires. Ouais, ce qui est frappant quand on vous entend, c'est que c'est vrai que souvent pour le commun des mortels, on se dit peut-être que l'aide au développement, bon voilà, c'est pour pousser un peu plus au développement entre guillemets ou autre, alors que là, vous nous parlez de pays, Soudan, Yémen, vous avez travaillé notamment à Gaza aussi, dans les territoires palestiniens. On est vraiment dans des endroits de crise majeure aiguë. Tout à fait. USAID, comme la plupart des bailleurs qu'on appelle bilatéraux, un État versus un autre, ou multilatéraux, les Nations Unies, l'Union européenne, ont deux fenêtres de financement pour caricaturer. Une fenêtre d'urgence humanitaire qui va sauver des vies et une fenêtre de financement pour des actions plus long terme, de développement. Nous, on intervient au carrefour entre ces deux actions et donc on est financé par les bailleurs, dont USAID, pour mener des actions à la fois humanitaires, donc pour éviter que les gens ne meurent, et à la fois des actions plus structurantes pour les pays et les individus. C'est le cas du programme que j'évoquais sur la Libye. Alors sur les maladies précisément, dites-nous, parce qu'effectivement on a évoqué le VIH, le paludisme, on va l'évoquer dans quelques instants. Mevalo s'est penché sur la question en Guinée pour voir un peu l'impact. Sur les maladies, qu'est-ce qui se passe dans les zones où vous opérez ? Alors, je rentre de Gaza il y a quelques mois. Pas de financement américain. USAID ne finance pas d'actions de santé à Gaza. C'est l'UNRWA normalement qui se charge des réfugiés par exemple. En partie, oui. Alors, c'est peut-être pas l'espace, mais sur UNRWA, plus de financement américain. Ça permet de dire aussi et de mettre en perspective la décision de fermeture du USAID avec le retrait américain des agences des Nations Unies, l'OMS récemment, puis 59 autres. On y reviendra peut-être dans les échanges. Mais ce retrait du financement, là par exemple à Gaza, fait qu'il n'y a plus de médicaments disponibles. Plus de médicaments, plus de traitements. Et donc quand on va à Gaza, moi j'ai ce souvenir très précis d'une maman qui me fait entrer dans sa tente et qui me dit « Aide-moi, est-ce que tu peux me donner des médicaments pour ma fille qui a le cancer ?» Et il y a une petite Gazaoui qui est là, qui n'a pas accès à des médicaments, alors parce que USAID ferme, parce que l'aide humanitaire rentre peu à Gaza, c'est un mélange de tout, et pas uniquement de la fermeture du USAID, mais pour que les auditeurs, auditrices comprennent bien, la fermeture du USAID, ce sont l'arrêt du jour au lendemain de la fourniture de médicaments, de nourriture, de tentes qui permettaient de sauvegarder des vies. Sans plan B, sur les maladies, vous avez évoqué le Soudan par exemple. Est-ce que vous avez des informations qui nous parviennent de ce pays ? Il y a encore eu des morts d'ailleurs. Aujourd'hui, on l'a appris aujourd'hui, une dizaine de morts au Soudan. À titre d'exemple, l'une des principales missions que Solidarité Internationale mène au Soudan, c'est de faire en sorte que les gens aient accès à de l'eau potable qui soit sûre à la consommation pour éviter les maladies hydriques. L'une d'entre elles est bien connue, c'est le choléra. Et le choléra aujourd'hui frappe les zones les plus fragiles et donc notamment ces zones au Soudan qui aujourd'hui font l'objet de combats mais aussi de déplacements massifs de population. Je pense à la ville de Tawila dans laquelle on a désormais un des plus grands camps de réfugiés au monde. Et au sein de ce camp de réfugiés, le choléra se développe à toute vitesse. Pour éviter cette propagation, il y a plusieurs leviers. Il y a le fait de vacciner les personnes, il y a aussi le fait de effectivement mettre à disposition une eau qui est propre à la consommation et d'éviter, à travers des logiques d'assainissement, effectivement, que le virus ne se répande. Concrètement, ça demande des moyens. Et ces moyens, aujourd'hui, sont en baisse drastique. Et donc, j'espère qu'on n'est pas en train de revenir vers un monde dans lequel le choléra, à nouveau, tue des dizaines de milliers de gens. Parce qu'on avait quand même réussi à faire fortement diminuer le niveau de mortalité lié à cette maladie. C'est le risque de voir la résurgence, effectivement, de telles maladies. Alors, l'eau de mauvaise qualité, non potable, vectrice de maladies. Il y a aussi, on le sait, le moustique, cet insecte qui tue énormément, en Asie notamment, mais aussi en Afrique, en Guinée. 2 millions de moustiquaires manquent cruellement. Regardez ce sujet commenté pour nous par Mevalo. Mon bébé ne dort plus la nuit à cause des moustiques. Pour la protéger, je la ventile avec un éventail toute la nuit. Je ne veux pas que ma fille tombe malade. La hantise de cette mère de famille, le paludisme, une maladie infectieuse transmise par les moustiques. Depuis la fermeture de l'USAID décidée par Donald Trump il y a un an, la Guinée manque cruellement de moustiquaires, le moyen de prévention le plus efficace. 1 000 Le moyen de prévention le plus efficace.
Depuis plusieurs semaines, les équipes du programme national de lutte contre le paludisme font le tour des centres de santé chargés de les distribuer à la population pour faire un état des lieux. Le paludisme reste le premier motif de consultation dans les structures sanitaires du pays. Ça va. Voilà. Ce matin-là, le docteur Oularé leur fait notamment visiter le service maternité du centre qu'il dirige. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus affectés par la fièvre paludique. On a beaucoup de consultations liées à la fièvre présentement. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec paludisme présentement. C'est dû à la rupture de moustiquaires. C'est tout. Des fois, on a même des ruptures de médicaments. Des fois, c'est rare. Mais moustiquaire, c'est un cas particulier, il n'y a plus de moustiquaire. L'Agence américaine pour le développement international finançait 40% du montant nécessaire à la lutte contre le paludisme en Guinée. Une somme qui permettait de commander plus de 9 millions de moustiquaires. 2 millions n'ont pu être distribués en 2025. 500 agents communautaires chargés de la sensibilisation ont été licenciés, faute de financement. Le financement américain nous permettait aussi de payer tout ce qui était les médicaments. L'appui du gouvernement américain permettait de sauver des vies. Voilà, une réaction, Alexandre Chatillon, à ce qui se passe en Guinée. Une moustiquaire, ça paraît c'est un objet matériel. Pourtant pas cher et qui sauve des vies et facile. Une décision politique totalement dénuée de réflexion, totalement dénuée de profondeur, d'intelligence, fait que des enfants sont atteints. Ouais. Puis on entend dans le reportage à la fois les conséquences de santé, qui peuvent conduire les gens à quitter leur territoire. On voit aujourd'hui dans l'actualité brûlante qu'aux États-Unis, on lutte contre l'immigration. Une décision comme celle qui a été prise il y a 1 an, ça conduit les gens à changer de territoire pour être mieux, se mettre en sécurité. Quoi de plus normal que de vouloir la sécurité pour ses enfants. Bon, c'est une décision un peu idiote. Et puis, si on va un peu plus loin, on entend aussi dans le reportage qu'il y a des emplois qui sont détruits à la suite de ces décisions. Ce sont les personnes qui travaillent sur les projets, ce sont les organisations, parfois américaines, parfois internationales. Des locaux, souvent, des travailleurs locaux, ils ont été impactés beaucoup Très concrètement, quand les programmes ferment, vous savez, nos organisations, elles ont un modèle économique assez simple. Elles reçoivent des dons de la part des particuliers et elles reçoivent des subventions de la part des États ou des institutions multilatérales. Donc quand les subventions sont limitées, on est obligé d'amener à ce qu'il y ait des licenciements, sinon nos organisations, elles coulent. Mais peut-être pour réagir rapidement à ce qu'on vient de voir comme reportage, on a souvent l'impression que le progrès n'est pas assez mis en avant dans ce qu'on a accompli en termes d'aide publique au développement dans les dernières années. Mais si on regarde depuis les années 90, on avait réussi à diviser par 2 la mortalité infantile. Ça veut quand même dire qu'il y a eu un nombre de vies sauvées absolument incroyable dans ces années où le travail sur justement la mise à disposition de moustiquaires, la mise à disposition aussi de dispositifs de sensibilisation contre le paludisme et contre bien d'autres maladies qui sont des maladies évitables. Il faut rappeler ce mot, elles sont évitables. Alors justement, vous dites évitables. Alors, je ne veux pas faire l'avocat ici des États-Unis, mais tout de même, Donald Trump, s'il regardait ce débat, il se dirait ils sont bien gentils, puisque certes, on est la première puissance mondiale, mais les moustiquaires, je ne dis pas que ça n'a pas un coût, c'est cher, on vient de l'entendre, mais que font les autres pays? Alors c'est tellement dérisoire. 40 milliards sur le budget global américain, c'est ridicule. Et les États-Unis, comme la France et d'autres pays européens et organisations multilatérales, se sont engagés à Paris en 2005 à consacrer un certain volume, 0,7% de leur RNB, à l'aide publique au développement. Donc là, c'est encore, comme d'habitude avec l'administration Trump, un pied de nez aux engagements qui ont été pris précédemment. Non, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas eu de sursaut pour pallier justement à l'arrêt du USAID. Encore une fois, je m'arrête sur ces moustiquaires. Il y aurait pu avoir un élan international pour dire, notamment aussi sur la lutte contre le sida. Je ne dis pas que c'est simple, mais... Alors là, c'est certain que ce à quoi on a assisté, c'est plutôt que les États-Unis ont ouvert une brèche et que beaucoup d'autres pays ont décidé de suivre la direction en termes de baisse du financement que les États-Unis avaient pris. Donc c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Royaume-Uni, des pays qui ont longtemps vraiment été des acteurs clés de cette aide publique au développement. Et on voit bien qu'il y a un repli sur soi, un retour en arrière. Et je pense aussi que la dynamique qui avait peut-être été créée au moment du Covid-19, où on s'est bien rendu compte de cette interdépendance, du fait que les défis auxquels on fait face, ce sont des défis mondiaux. Cette dynamique est en recul. On a déjà oublié alors que c'était il y a à peine 5 ans. Quelques chiffres pour l'année 2024 maintenant. Quels sont les financements de cette ancienne agence, désormais donc USAID, qui n'existe plus? RD Congo, 1,3 milliard de dollars. Éthiopie, 1,2 milliard. 700 millions de dollars pour le Soudan du Sud. Le Soudan, pardon.
pardon, 726, quasiment pareil pour le Soudan du Sud, Nigeria et Kenya. Vous voyez les chiffres qui s'affichent, on peut continuer ainsi. Là, je vous pose la question, messieurs, pourquoi est-ce qu'il y a une telle dépendance? On a le sentiment que quels que soient les sujets que l'on décline, c'est valable pour la défense en Europe, avec tout le débat sur l'OTAN, bien entendu, ça n'a rien à voir, mais sur la santé mondiale, c'est pareil, sur l'aide au développement, pourquoi a-t-on laissé cette place aussi importante? On ne s'en plaignait pas avant, on s'en plaint aujourd'hui. Pourquoi une telle place des États-Unis? Proportionnellement, ce n'est pas forcément la plus grande d'ailleurs, mais en tous les cas... On ne s'en plaignait pas parce qu'il y avait une aide publique qui était massive de la part des États-Unis dans un élan de solidarité. Un élan de solidarité que je rappelle est ancré dans des engagements qui avaient été précédemment faits. L'USAID, ça existe depuis 1961, c'est pas récent, avec tous les travers qu'on peut trouver à une organisation qui a parfois servi des intérêts, des renseignements américains, parfois les intérêts de dictature. Oui, il y a eu tout le débat. Ouais. Il y a un débat tout à fait légitime et je pense que plutôt que de couper, on peut réformer un système de solidarité. Maintenant, pourquoi les autres États n'arrivent pas à prendre la place? C'est une première question. La première, c'est qu'il faut des ressources et que les ressources en Europe, elles sont contraintes. On est une économie qui est plutôt en décroissance et donc arriver à faire comprendre à des populations, et on le voit en France avec l'aide publique au développement qui a perdu 60%. On en parlait juste avant d'entrer en plateau avec Kevin. 60% en 2 ans, l'aide publique au développement en France. 60% en 2 ans, c'est énorme. C'est colossal et ce sont nos activités, ce sont aussi nos bénéficiaires, ce sont nos organisations qui sont impactées, des emplois en France, des emplois dans nos territoires d'intervention. Ce sont des vies qui sont menacées. Attendez, 60%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Donald Trump, la France aussi alors. Oui, c'est ce que je mentionnais, c'est-à-dire qu'il y a une brèche qui a été ouverte. Ouais. Et l'impact, par exemple, pour les organisations françaises de solidarité internationale, il se ressent dès maintenant. On parle de 15 000 suppressions d'emplois. Donc on est quand même sur un plan social massif qui, avant tout, s'inscrit dans les pays dans lesquels nos organisations interviennent. Et ce sont des millions de personnes qui n'auront plus accès à l'aide. Et pas seulement du fait des Américains, ça c'est certain. Une ouverture dans ce débat pour finir. J'aimerais vous citer cette phrase. Alors c'est un long article que vous pouvez retrouver sur Internet. Le démantèlement de l'USAID peut favoriser, je dis bien, peut favoriser, ou plutôt il dit bien, peut favoriser l'autonomie de l'Afrique. Voilà ce que dit Hippolyte Fofac, un grand économiste. J'aimerais vous faire réagir, messieurs. Est-ce que ça peut servir de sursaut, de déclic? Je répète, le démantèlement de l'USAID peut favoriser l'autonomie de l'Afrique. De toute façon, on est obligé de collectivement, que ce soit les pays africains qu'on mentionne, que ce soit les pays du Moyen-Orient dans lesquels nous on travaille particulièrement, on est obligé de faire avec moins et donc il faut qu'on fasse mieux. Avec moins, il faut essayer de faire mieux et c'est facile de le dire. Est-ce que ça peut favoriser l'autonomie de l'Afrique? Bon, évidemment, on peut penser que oui, s'il n'y a pas d'argent, l'Afrique n'aura pas le choix, si tant est que ce Sud global puisse parler d'une voix. Moi, ce que je pense, c'est que les conséquences vont être très longues et que si les autorités, les gouvernements des pays qui reçoivent l'argent ne trouvent pas des solutions rapidement avec les partenaires au Nord et les instances multilatérales pour pallier ce volume d'aide qui n'existe pas, les populations vont continuer à souffrir. 2 choses très simples. D'abord, c'est normal que les États-Unis aient eu ce poids. Ça reste la première puissance économique mondiale, le pays le plus riche en PIB. Donc concrètement, et qui a parfois profité dans des grandes largesses des richesses d'autres pays. Bien sûr. Et donc concrètement, ce n'est qu'une toute petite dépense du financement de l'ensemble du budget des États-Unis, c'est moins de 1%. Donc concrètement, il n'y a pas d'économie à faire sur cette aide pour les États-Unis. Mais le sursaut, vous y croyez? L'autonomie? Et donc il y a une logique à ce que cette aide existe. La façon dont cette aide s'inscrit, il y a plein de choses à transformer. Alexandre le mentionnait, il y a la façon dont on agit avec une aide internationale peut effectivement être modifiée. Et il y a probablement eu, par le passé, trop peu de place donnée aux acteurs locaux, aux États destinataires, pour vraiment être en pleine maîtrise des programmes et des dispositifs qui étaient mis en place, et avec une logique qui parfois était effectivement une logique qui portait des regards issus des États-Unis ou des pays donateurs du Nord vers une façon d'agir dans les pays du Sud qui ne s'inscrivait pas dans les besoins et réalités locales. Mais malgré tout, on est tous et toutes, je pense, convaincus qu'il faut sortir de la logique d'assistance et de l'aide aussi vite que possible. Mais parfois, quand vous êtes face à des catastrophes, quand vous êtes face à des conflits armés, quand vous avez un nombre de personnes qui fuient leur foyer qui est plus élevé qu'on n'a jamais connu, parce que le nombre de conflits aujourd'hui autour du monde est le plus élevé qu'on connaît depuis 1946, et bien concrètement, vous avez besoin d'une aide internationale pour faire que les gens survivent. Merci beaucoup Kevin Goldberg et merci beaucoup Alexandre Chatillon d'avoir témoigné ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.